Bonsoir à tous pour ce deuxième podcast des supporters de l'ETG. Ce soir, comme la dernière fois, on reçoit Alexandre, Bonsoir à tous. également Arnaud Bonsoir. et Fred. Salut tout le monde. Pas de Riolo ce soir, hein. Non, non. D'accord, impeccable. Au sommaire de ce soir, forcément le retour sur la victoire à Ajaccio. On va faire un large panel du match avec de nos petits commentaires et les top et flops, des choses comme ça. Et ensuite, on abordera la suite de la compétition de Ligue 1 avec en priorité le prochain adversaire qui est Montpellier. Un petit débat sur Kevin Berrigo qui est bien en forme en ce moment. Fred nous fera un petit point sur la qualif, sur nos joueurs qui sont en cours de qualification pour la Coupe du Monde, principalement les Africains. Et on terminera par un petit mot sur la bataille des actionnaires qui a animé la presse ces derniers jours. Alors, donc on commence par le match d'Ajaccio. Alex, qu'as-tu pensé de ce match ? C'est une victoire méritée qui fait plaisir, hein, qui s'inscrit dans la continuité des précédents matchs, surtout celui face à Lyon, mais aussi dans certaines manières de jeu et styles de jeu dans des matchs antérieurs. Et donc, voilà, c'est une finalité qui fait plaisir. On a une équipe joueuse assez réaliste devant le but, une première mi-temps parfaite, une deuxième mi-temps un peu plus compliquée avec peut-être un manque, je sais pas, ils n'ont pas réussi à tenir sur la durée. Il y a eu un relâchement à 3-0, mais la manière était là. Avec un peu plus de concentration, ça aurait pu être un peu plus salé. Donc, je pense qu'avec deux matchs comme ça, avec Lyon puis Ajaccio, on se met vraiment dans de bonnes conditions pour la suite du championnat, à condition aussi de tenir ce rythme, à tenir ces conditions, à tenir toutes ces promesses que le jeu sous-entende. Et donc faut confirmer une nouvelle fois. On a réussi à confirmer contre Ajaccio, et après ça va être toujours des matchs à prendre bout à bout, à confirmer une nouvelle fois, parce que faut pas qu'on se dise on a réussi à battre Lyon, on a réussi à battre Ajaccio, forcément on va réussir contre Montpellier, ou on va faire quelque chose de bien à Montpellier. On a vu les saisons passées que des fois le TG était pas très régulier, donc faut pas non plus s'enflammer. Faut encore garder un petit peu les pieds sur terre, et un petit peu après, quand on prendra vraiment un petit peu de le large, du moins je l'espère, on pourra commencer à rêver un petit peu. Très bien. Qu'en pense Arnaud ? Je pense que c'est le prolongement du match de Lyon. On avait vu de très bonnes choses, une très belle équipe. Et là, on voit exactement la même chose. On a un Vass vraiment époustouflant sur son milieu de terrain. On se demande même pourquoi il n'a pas joué milieu de terrain plus tôt. Très satisfaisant. On a un Berrigo toujours décisif. Parce qu'on l'a vu, il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Mais ces occasions, il les a mis au fond. Donc, vraiment très très bon. On peut recevoir Montpellier avec sérénité et croire à toujours progresser et avoir un résultat face à Montpellier. Et donc pour terminer, Fred, a-t-il une voix un peu dissonante ou le même avis ? Globalement, c'est le même avis, hein. Donc, c'est une victoire qui confirme les bonnes impressions qu'on a pu voir depuis le début de saison, avec cette fois-ci la petite touche supplémentaire qui est le réalisme. Même si Ajaccio a eu peut-être le plus de situations franches par rapport à nous, le TG a été quand même supérieur au niveau de la technique, au niveau du collectif. On était bien en place. Donc c'est une victoire qui fait du bien, et puis qui va en amener certainement d'autres aussi belles. Impeccable. Je suis globalement évidemment du même avis. C'est très positif. C'est vrai que les 10 dernières minutes ou même la deuxième mi-temps, on a du mal à considérer que ça soit vraiment très 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 parlant par rapport à la physionomie du match. Ravanelli qui dit qu'ils auraient mérité d'égaliser, qu'ils méritaient le match nul. Je suis vraiment pas d'accord avec lui sur tout le match. Donc globalement, on est effectivement tous d'accord. Je vais rebondir sur un truc que tu as dit, Arnaud. Tu as parlé de Vass comme ayant fait un bon match. Moi, je vais pas dire qu'il a fait un mauvais match. Je vais pas dire qu'il a pas été bon, bien au contraire. Mais je l'ai pas trouvé très présent pendant ce match-là. J'ai l'impression que
avant sa talonnade, avant sa passe décisive, on l'a quasiment pas vu. Je faisais les commentaires, je sais plus à quelle minute. Je regardais les statistiques, il avait touché 3 ballons, c'est-à-dire c'était celui qui avait touché le moins de ballons dans ce match. Enfin voilà, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Bah je l'ai pas vu comme tu l'as vu. Je pense que tu as raison. C'est vrai que maintenant qu'on y réfléchit, il a eu un départ poussif. Mais quand je regarde les statistiques, il a gagné 9 ballons, il en a perdu 11. Il est à 70% de passes réussies, ce qui est un pourcentage plutôt bon par rapport au reste de l'équipe. Donc je pense que, comme tu dis, il a eu un petit peu de mal à rentrer dans le match, mais qu'au final, une fois qu'il y est rentré, il a été dans la continuité de ses matchs précédents. Mais tu as raison, c'est vrai que ça a noté. J'étais peut-être un petit peu trop enthousiaste à son sujet, mais c'est vrai que tu as raison, il a eu un petit peu de mal. Ouais. Après, je rebondis aussi sur Vass. C'est vrai que peut-être qu'on l'a un petit peu moins vu que face à Lyon, mais après voilà, il fait quand même un geste de grande classe qui se délivre une passe décisive à Berigo. Il fait quand même deux passes décisives en 2 matchs avec cette aile droite là, donc c'est vrai qu'on l'a peut-être un petit peu moins vu, mais voilà, il amène un but, donc peut-être que sans lui le résultat aurait pas non plus aurait été identique, donc c'est vrai que pour l'instant voilà, ça a peut-être stagné, voire ça a été un petit peu diminué de qualité par rapport à Lyon, mais après voilà, ça sera pas non plus évident de toujours tenir ce rythme là. Oui, si je puis me permettre, je pense que le faible nombre de ballons que Vass a eu à négocier, notamment en première mi-temps, je pense que c'est aussi dû au fait que Bertoglio décrochait beaucoup sur le côté gauche avec Benezet. Et ça jouait principalement le côté gauche entre les deux joueurs, avec derrière s'enchaînait bien. Du coup, le côté droit était assez dépourvu de ballon. Tout se passait du moins dans les premières quart d'heure, 20 minutes où le jeu se faisait essentiellement à gauche. Et donc Bertoglio avait tendance à un peu aspirer le jeu, donc ce qui est plutôt bon signe pour l'avenir. Et du coup, le côté droit était un peu délaissé. Oui, tout à fait. Hein. C'était vraiment pas une remarque contre Daniel Vass. C'était effectivement pas forcément de sa faute. Alors, dans un sens aussi de sa faute parce que il peut aussi attirer le ballon par son mouvement, par son jeu. Mais effectivement, ça a beaucoup joué de l'autre côté pendant au moins une bonne demi-heure dans ce match-là. Donc, pour ce début de match-là, en tout cas, mais après, pour voilà, sa talonnade, effectivement, il suffit de pas grand-chose pour faire qu'on se souvienne de lui pendant ce match-là. De qui va-t-on se souvenir pour ce match-là, à part de Daniel Vass, pour cette talonnade de Fred? Alors, dans les tops, pour moi, de façon générale, je dirais qu'au niveau du collectif, on a mis une très grosse intensité dès les premières minutes. On n'avait vraiment pas envie de se faire marcher dessus, ça s'est vu, on a été vraiment sur tous les ballons. Après, les couloirs ont été encore assez efficaces, pour pas dire plus, c'était vraiment encore une très très bonne chose, avec Benezet qui a fait un très gros match, et cette fois-ci il a fait autant d'efforts offensifs que défensifs, il était partout, et je pense que par rapport à ses autres sorties en début de championnat, là, il a fait vraiment un match plein, en plus avec une passe décisive à la clé. Donc, un très bon Benezet. Globalement, le collectif, très bien. Tous les joueurs ont répondu présent. Berigo, le réalisme, encore une fois, est au rendez-vous. Donc, Bertoglio, toujours qui monte en puissance. Non, vraiment, on ne peut pas ressortir plus un joueur que l'autre, mais le collectif était vraiment au rendez-vous, c'est le principal. Alex? Ouais, bah écoute, un petit peu pareil que Fred. C'est vrai que niveau top, on peut surtout relever un très beau collectif. Voilà, une belle performance durant toute la première mi-temps, et puis en début de seconde mi-temps. C'est vrai qu'avec Djadjedje qui a fait extrêmement plaisir à voir, hein, avec un très bon coup franc qui montre quand même qu'il mérite une place de titulaire avec Vass sur son aile droite. Berigo, bah voilà, qui continue toujours sur sa lancée. On y reviendra après quand on parlera plus précisément de lui, mais après. C'est vrai que pour revenir aussi, on a quand même eu le droit à un très très bon Bertrand Laquais, sans qui le résultat aurait jamais été tenu.
C'est vrai qu'on en parlait un petit peu, j'avais vu 2-3 articles avant le match, comme quoi Hansen était là pour faire quand même une concurrence saine et tout ça, qui ferait en sorte de pouvoir jouer. Mais je veux dire, après la performance que Laquet a pu produire durant le match face à Ajaccio, c'est pas évident du tout. Alors peut-être qu'il est en faute sur le deuxième but, mais c'est vrai qu'il dit qu'il y a une motte de terre, on le voit très clairement que le ballon rebondit juste avant lui. Mais sinon, il s'impose 3, 4, 5 fois, et puis il fait vraiment des arrêts pas évidents. Donc c'est quand même précieux, même à son âge, voilà, d'avoir un gardien sur qui on peut compter. Et voilà, durant ces moments de flottement, on sait qu'il est là pour tenir encore la baraque sur ces 3-4 dernières minutes où on s'est fait peur, face à Ajaccio. Et après, peut-être en flop, surtout relever peut-être voilà, le manque de concentration en deuxième mi-temps qui a entraîné les 2 buts d'Ajaccio. Même s'il y a eu peut-être des erreurs d'arbitrage, on peut voir voilà la main de Moutou sur le premier but. Et puis après, j'ai trouvé aussi comme face à Lyon, comme souvent, un manque d'implication. Enfin, on a moins vu les joueurs qui sont rentrés en cours de jeu. Par exemple, c'est le cas de Sougou qui n'a pas été exceptionnel, d'Escobar qui n'a pas non plus été transcendant, et d'Angoula. Enfin, Angoula, c'est vrai que c'est un défenseur, donc on le met moins en vue. Et je relèverais aussi Bertoglio qui monte doucement en puissance, qui est en train de s'habituer au jeu à la française et qui est en train de se montrer intéressant, sans toutefois être encore au top niveau auquel on l'attend, mais c'est encourageant. Arnaud, quelque chose à rajouter? Juste avant de revenir sur les tops et flops, je voudrais répondre à Alexandre qui dit que c'est peut-être un manque de concentration. Moi, je pense pas. D'abord, il y a un but qu'on ne devrait jamais prendre puisqu'il y a une main que tout le monde a vue. Même Maradona aurait sifflé la main. Et le deuxième but, c'est un but un peu compliqué et difficile de prendre pour Bertrand Laquet. Donc, je pense pas que ce soit une question de concentration. On l'a vu notamment après ce deuxième but, puisque après ce deuxième but, il n'y a pas eu trop d'occasions chaudes pour Ajaccio. Oui. Mais je pense pas que ce soit un manque de concentration. Vraiment, je pense qu'ils sont bien restés dans leur match. Si on n'aurait pas encaissé le premier but, le deuxième serait peut-être pas venu. Je pense que la concentration, elle est là, et c'est aussi Ajaccio qui a énormément poussé derrière et qui eux devaient revenir. Donc, je pense pas que ce soit de la déconcentration des joueurs des Croix de Savoie, mais plutôt une surconcentration des joueurs d'Ajaccio. Ouais, mais après, dans ce cas-là, faut tenir et faut faire en sorte aussi de pouvoir repousser les assauts, parce que dans ce cas-là, contre des grosses écuries, ça va pas le faire. Je veux dire, tu prends le premier but peut-être sur une erreur d'arbitrage, mais jamais après, aussi rapidement, il doit y avoir le deuxième but. Tu dois être en sorte aussi quand même de pouvoir répondre et de pouvoir aussi de te procurer des occasions offensives. Après ces 2 buts, on n'a rien vu, ou du moins pas grand-chose, d'un point de vue offensif qui a pu inquiéter Ochoa, hein. Après ça, c'est du Duprat, ça on le connaît. Je pense que c'est lui aussi qui a demandé à ce qu'on reste derrière, qu'on reste soudé. Ça c'est du classique Duprat, ça. Donc, attention aussi peut-être au côté facteur physique encore une fois, même si on est déjà à la 5e journée, et notamment sur la pièce maîtresse qui est Jackie Koné. Il était bien entamé au moment où Ajaccio a mis son premier but. Et je pense qu'il y a certainement une incidence aussi par rapport à ce qu'on a pu voir, puisque le milieu de terrain, donc Sorlin, Koné, physiquement devait commencer à pêcher, et Ajaccio en a profité. Donc ça, c'est sur ce match-là, mais par la suite, avec la compète, le coffre va s'étoffer, et ça devrait être des soucis qu'on ne devrait plus avoir à subir. Donc c'est un petit bémol pour un positif dans l'avenir. Et donc Arnaud, tes top et flop? Donc les top et flop, top c'est difficile à dire, puisque comme vous l'avez très bien dit avec Fred, c'est un collectif qui est vraiment au top. On va peut-être faire du classique et dire Berigo, parce que s'il continue sur sa lancée, d'ici quelques semaines, on pourra l'annoncer à Arsenal sur tout Mercato. Mais donc voilà, donc un top vraiment collectif. Et pour ce qui est des flops, ce serait peut-être Modou Sougou, puisque j'attends moi notamment lui. Et c'est vrai que pour le moment, je suis un petit peu déçu. Il est venu en réclamant du temps de jeu, mais vu ce qu'il propose, il le mérite pas son temps de jeu. Faut être honnête. Juste pour revenir, avant que je sais pas si tu as encore des choses à rajouter, Yannick, sur les top et flops, Bertoglio et tout ça. C'est vrai qu'en ayant Eret et Barbosa à l'infirmerie après leur importance dans le jeu face à Lyon, c'est vrai que moi, pour ma part, je redoutais un petit peu, j'appréhendais un petit peu la composition qu'allait mettre Duprat, même si on s'y attendait tous un petit peu, et on voit qu'en fait chaque joueur a pris ses responsabilités, et finalement l'absence d'Eret et de Barbosa s'est pas fait spécialement ressentir, et finalement on s'en est très bien tiré, donc ça c'est aussi très positif.
Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. C'est que effectivement les jeunes Bertoglio et Benezet qu'on pouvait attendre au tournant sur ce match-là, par rapport à ce qu'ils avaient produit jusque-là, par rapport à ce qu'on attendait d'eux, on pouvait un peu les attendre en leur disant aujourd'hui vous avez votre chance parce que les anciens sont pas là. Il va falloir le montrer. Ben ils ont montré. Donc c'est voilà. Et je pense que c'est deux grosses satisfactions, c'est qu'ils ont fait leur match, ils se sont battus. Il y a encore des choses à perfectionner sur Bertoglio par exemple, mais qui est pas forcément dans une position qui est la plus facile pour lui d'arriver là au milieu, dans une équipe qui a quasiment jamais joué avec un 10 en plus, donc c'est compliqué. Mais ça c'est vraiment un très gros point positif. Le deuxième point positif que je retire, c'est que c'est la manière dont ça jouait. C'était effectivement très joueur. L'illustration parfaite, la construction du but avec la passe décisive de Daniel Vass. Je vous invite vraiment à revoir l'occasion, la façon dont c'est construit, de la façon des déplacements de chaque joueur. Voilà, il y a un appel sur la touche qui permet de décaler un peu le bonhomme, de faire une passe sur le côté. Ensuite, un appel dans le trou de Vass. Vass qui fait une talonnade, Berrigo qui a fait un appel pour se rendre disponible juste derrière et qui a plus qu'à ajuster. En fait, la construction de cette occasion-là, elle est imparable pour la défense. Et donc, c'est vraiment le genre d'occasion qui démontre qui est vraiment positive par rapport à l'avenir, parce que être capable de mener des buts comme c'est vraiment, ça annonce vraiment du positif pour la suite. C'est vraiment pas des buts sur un exploit individuel ou des choses comme ça, donc ça c'est vraiment super positif pour la suite. Moi, mon flop également, c'est Sougou qui, effectivement, même si pour l'instant il n'a pas énormément de temps de jeu, n'a pour l'instant jamais montré quelque chose. D'autres ont montré des choses positives et des choses négatives. Lui, pour l'instant, n'a pas montré de choses positives. Donc effectivement, c'est un peu inquiétant pour ça. Je rebondis juste pour terminer sur ce que tu disais au niveau du jeu. Mm-hmm. C'est vrai que depuis le début de la saison, on produit du très beau jeu, on voit du très très beau jeu. Je me souviens notamment de la première mi-temps de Sochaux, qui était aussi du très 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 beau jeu. Donc c'est encourageant pour la suite. Je pense qu'on peut avoir des beaux matchs cette saison. Oui, et statistiquement d'ailleurs, si ça fait pas venir les gens au stade, c'est que vraiment il y a quelque chose. On est la 5e attaque. Sur les 7 buts marqués, il y en a 4 qui sont passés dans le top 5 des buts de la journée de l'équipe. Donc c'est pas mal. Voilà, même statistiquement, il y a un peu tout qui fait. On est la 2e équipe qui frappe le plus, une des 3-4 équipes qui frappe le plus cadré. Enfin bref, statistiquement, ça prouve que le jeu est plaisant. C'est pas simplement dans nos esprits de supporters un peu égocentriques sur notre équipe. Voilà, les chiffres parlent dans ce sens-là, donc ça aussi c'est encourageant pour la suite. Pour la suite, on passe au match suivant. Alors moi, j'avais l'intention de parler un peu du groupe de futurs opposants, parce que les 7 prochains adversaires en fait sont, en tout cas quand on regarde le classement actuel, à la portée de l'ETG, même s'il y a des équipes un peu plus prestigieuses au niveau du palmarès, comme Lille ou Bordeaux, mais les 7 prochains adversaires sont prenables, puisque Lille et Bordeaux n'ont pas fait un super début de saison. En tout cas pour le prochain, Montpellier, voilà, qu'est-ce que vous en connaissez, qu'est-ce qu'il faut s'attendre, est-ce qu'il faut absolument gagner pour rester sur la série? Qu'est-ce que vous en pensez, Alex? Oui, écoute, Montpellier, faut pas les sous-estimer. On sait que il y a dans un temps fort lointain, ils ont été champions de France. Même si ça se reproduira pas, il reste quand même une bonne équipe de Ligue 1 qui finira dans le ventre mou et donc qui va s'assurer le maintien, je pense, facilement. Après, donc voilà, eux ils sont en quête de points aussi, parce que quand on regarde le classement, ils sont légèrement derrière nous. On est donc 11e avec 7 points. Montpellier est donc à 6 points avec une seule victoire. Donc on voit que nous on a quand même une victoire de plus. Donc on fait peut-être un meilleur début de saison qu'eux.
On voit que à l'extérieur, ils ont encore jamais gagné, alors que nous, à domicile, on reste quand même sur une bonne dynamique. On est sur une dynamique de 2 matchs victorieux. Donc après, voilà, certes, c'est Montpellier, mais après, je veux dire, c'est un adversaire aussi prenable que Lyon, aussi prenable que n'importe qui. Faut prendre les matchs un par un, et puis sur notre dynamique actuelle, je pense que bah voilà, on peut le faire largement. Mais Montpellier en face aura aussi à cœur de commencer un petit peu à arrêter un petit peu ces mauvaises séries, hein, et de se relancer un petit peu correctement en Ligue 1. Donc voilà, faut pas s'attendre à un match facile, mais après faut pas non plus surestimer l'adversaire. Voilà, on a nos forces, on a nos faiblesses, et puis on y va et on verra ce que ça donne. Mais je pense qu'il y a vraiment de quoi faire si on continue comme ça. Après voilà, c'est ce que je disais. Va falloir continuer sur la durée, s'inscrire dans la durée. C'est pas parce qu'on a fait 2 matchs qu'on est assuré de faire les prochains aussi bien. Mais je leur souhaite. Hein. Oui. Arnaud, t'en penses quoi, toi? Montpellier, c'est comme Alexandre le rappelait, c'est tout de même le dernier champion de France en titre, après le Paris Saint-Germain qui est le champion de France en titre. Je me trompe pas là. Ouais, Oui, c'est bon, effectivement. Je me suis tout seul embrouillé, voilà. Mais c'est un effectif varié avec des jeunes et des moins jeunes. Je pense notamment à Rémi Cabella, très jeune joueur, très bon joueur, et d'un autre joueur qui est Vittorino Hilton, qui a été champion avec l'Olympique de Marseille et champion l'année suivante avec le Montpellier Hero Sporting Club. Donc c'est une équipe à pas prendre à la légère, même si aujourd'hui ils sont très très loin d'être l'équipe qu'ils étaient il y a 2 ans. Ouais. Et Fred? Oui, Montpellier, c'est un peu l'inconnu. On est sur une équipe qui a changé d'entraîneur à l'intersaison. Jean Fernandez est souvent décrié par les supporters comme un entraîneur qui est assez défensif, qui va pas prôner le spectacle. Moi, j'en sais trop rien. Tout ce que je vois, c'est que Montpellier a quand même perdu des joueurs intéressants cet été, comme Charbonnier, et surtout Belanda et Estrada au milieu de terrain. Et donc, je pense qu'il y aura quelque chose à faire. C'est une équipe qui a potentiellement le même niveau que nous. Faudra se méfier de Cabella. Et puis, leur meilleur buteur, Siakatene. Siakatene qui est défenseur, donc faudra faire attention, mais ça devrait le faire. Après voilà, ils ont quand même encaissé autant de buts que nous, donc c'est-à-dire 8, et ils en ont mis un de moins, donc voilà, c'est-à-dire que défensivement c'est à peu près pareil que nous, donc c'est largement prenable pour Berigo et notre armada offensive, et donc offensivement ça va être à peu près pareil. Donc en ce moment c'est à peu près du même niveau, même sinon on peut profiter d'une bonne dynamique et d'un bon état de forme et d'un état de confiance au sein du club qui va être très positif, je pense. Et on peut aussi s'attendre à ce que les supporters commencent à répondre présent J'espère, ouais. Les vacances sont terminées, une bonne série, beaucoup de couverture médiatique, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même du monde samedi au Parc des Sports. Ouais. Après, ce qui va être intéressant aussi, c'est que Montpellier va faire appel ensuite 3 jours après un déplacement à Lille, un mercredi en pleine journée, donc il va y avoir aussi un facteur physique important où il va falloir un petit peu ménager les troupes sans trop forcer à Montpellier pour préserver un petit peu à Lille, sans toutefois pouvoir proposer assez de jeux pour tenter de l'emporter. Et après à Lille, 3 jours plus tard, donc on revient un samedi et on reçoit Bordeaux. Donc là, on a quand même un trio d'équipes qui connaît bien la Ligue 1, qui a quand même un bon palmarès. Montpellier, Lille, 2 anciens champions de France il y a même pas 3 ans. Bordeaux qui nous a chippé la Coupe de France. Donc voilà, on va avoir trois adversaires en une semaine de battement. Et donc va falloir vite bien gérer ça et pour les meilleures conditions. Je reviens 2 secondes sur ce qu'a dit Fred. Ouais. C'est exactement ça. Je suis totalement d'accord avec lui. Je pense que la plus grosse perte de Montpellier cet été, c'était René Girard. Ouais. Et que Jean Fernandez, c'est quand même, comme il l'a très bien dit, c'est un entraîneur très décrié. J'ai entendu beaucoup de supporters montpelliérains qui disaient, après son arrivée, on sait à quoi s'en tenir, on connaît maintenant les ambitions du club, ironiquement bien sûr. Donc voilà, c'était juste pour mettre une petite parenthèse sur ce qu'il avait dit, qui est très juste. Oui, il y a simplement le principe de changer d'entraîneur quand c'est pas une cassure pour provoquer
une réaction quand on vire l'entraîneur, quand c'est un changement normal. En général, le temps que les méthodes prennent, que tout ça rentre bien en ordre, il y a souvent un peu de lenteur au démarrage, et ça se voit par exemple à Lille. Donc voilà, je pense que Montpellier est aussi un peu dans ce schéma-là en ce moment. Comme je rebondis sur le fait de Jean Fernandez, c'est vrai que par exemple, dans le même cas, c'est vrai que perdre Pascal Duprat en cours de saison ou à la fin de saison parce que on a un meilleur entraîneur à disposition ou quelqu'un veut prendre sa place et lui retrouver sa place de directeur sportif, je pense que ça pourrait nous faire du mal parce que c'est un entraîneur qui finalement représente bien le club, hein, qui est là depuis longtemps, qui représente le club à part entière, et puis voilà, il a quand même une mentalité propre au club qu'on retrouve voilà dans les valeurs du club. Il a quand même quelque chose à voir avec le club. Il connaît son histoire, il connaît son palmarès, il connaît ses valeurs. Donc je pense que voilà, actuellement, aucun entraîneur peut mieux nous représenter et on peut pas espérer mieux que Pascal Duprat. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon avis. Je pense que la question se pose pas trop encore. Oui, non, c'est sûr, mais non, ça devrait aller après 2 victoires. Je pense qu'il doit dormir tranquille et il est retourné à la boulangerie tranquille. Oui. On enchaîne sur le gros truc médiatique autour du club aujourd'hui, surtout, c'est Kevin Bérégout. On a pu voir des articles sur des médias roumains, des choses comme ça, donc c'est pour dire comme ça parle beaucoup. On lui a même posé la question de savoir s'il envisageait d'aller en équipe de France sur sa série. Qu'est-ce que vous pensez de son état de forme après qu'il était tant décrié après le match contre Marseille, et un petit avis aussi sur ces petites premières questions concernant l'équipe de France qu'on lui a posées. Fred? Bérégout, par rapport à ses matchs de préparation, c'est vrai qu'il n'a pas été forcément très performant. Ça a entraîné aussi un début de saison en Ligue 1 délicat, avec des difficultés de placement pour se procurer des occasions, et quand il y avait les occasions, de ne pas réussir à les convertir. Maintenant, depuis ça fait quoi, depuis donc deux matchs, là il est on fire. On sait que ce joueur, c'est un joueur d'instinct qui va pas trop tergiverser. Et là, il est en pleine confiance, il a de la réussite, et ça se voit notamment sur son deuxième but à Ajaccio où il frappe du gauche. Et pour bien l'observer, c'est très rare que ce joueur tente des frappes du gauche. Il a toujours tendance à repiquer sur le pied droit ou à tenter un externe. Et là, le fait de le voir tenter de marquer du pied gauche, ça montre vraiment qu'il est vraiment à 100% cette saison, et c'est une bonne chose pour nous. Arnaud, t'en penses quoi? Il est plutôt sur une période courte et forte, ou alors sur une tendance à long terme? Je pense qu'on aura peut-être tous tendance à s'emballer un petit peu pour notre Kevin Bérégout national. C'est vrai qu'il fait un très bon début de saison. On peut tous s'en féliciter. On peut tous le féliciter. De là à parler d'équipe de France, à parler de tout ce qu'on a pu entendre, de l'engouement qu'il y a autour de lui, c'est peut-être légèrement excessif. Mais faut saluer son très 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 bon début de saison, en espérant que ça continue. Et puis bon, pourquoi pas, rêvons plus grand. Alex? Après, voilà, pour en revenir donc à Bérégout, c'est vrai que il a été critiqué en début de saison parce que voilà, quand tu succèdes à Samer Khalifa, Yannick Sagbo, et quand tu dois à lui tout seul, quand il doit à lui tout seul tenir les rênes de l'attaque d'un club qui va devoir se maintenir peut-être difficilement en Ligue 1, quand tu vois qu'il n'arrive pas pour l'instant à répondre à l'appel, on lui avait déjà mis beaucoup de pression sur les épaules, c'est normal qu'il soit critiqué, et finalement il a répondu présent, il a répondu à tous ses détracteurs de la plus belle des manières. Donc je pense qu'il peut continuer sur cette voie. Il l'a dit, hein, tout ce qu'il tente en ce moment ça rend, donc il en profite un maximum, il se fait plaisir, il peut compter sur de bons travail de ses partenaires, donc c'est vraiment positif pour l'équipe. Il est en train de tirer l'équipe vers l'avant
pas à lui tout seul, hein, parce qu'il avait quand même un collectif derrière. Donc, mais c'est vrai que c'est l'image forte en ce moment du club et qui représente un peu bien le club, parce que c'est un club qui monte en puissance et qui respire la confiance et voilà l'envie de jouer, l'envie de jeu, pas spécialement de gagner un match, mais en fait l'envie de poser le jeu, l'envie de faire du beau jeu, l'envie de se faire plaisir et faire plaisir aux supporters. Après voilà, c'est ce que j'entendais, je croyais sur Bein Sport, un attaquant comme ça, quand t'es jeune, t'as tendance à exploser sur 3, 4, 5, 6 matchs, et après derrière, c'est un peu comme une courbe, tu finis par redescendre. Voilà, donc le job pour lui à 25 ans, ça va être de tenir cette courbe à son plus haut niveau ou à un bon niveau et d'essayer en faire en sorte de rester constant. Ça sera après des efforts à lui, parce que faut aussi que ses partenaires restent au même niveau, mais ça va être aussi à lui de rester constant pour pouvoir prétendre après à aller jouer plus haut, à aller rêver en équipe de France, même si à la base je pense que c'était surtout pour plaisanter et puis pour le taquiner un petit peu, mais voilà, après ça va être à lui de travailler encore et encore, parce que finalement, même s'il fait un bon début de saison, la saison fait que commencer, il y a 38 matchs plus les matchs de coupe, physiquement il en est qu'au début et peut-être qu'il va être limité, mais il est encore jeune, c'est à lui après de se mettre des limites et d'essayer de les repousser. Moi, je suis assez d'avis que j'ai pas l'impression que ce soit un mec qui se montre trop le bourrichon par rapport à ce qu'on lui dit ou ce qu'on lui promet ou quoi que ce soit. Quand il est moins bon, c'est parce qu'il est moins bon ou parce qu'il est moins servi. On s'aperçoit qu'il a été efficace sur deux ou trois matchs principaux, là où il a marqué, puisqu'il a marqué que dans 3 matchs. Sur 2 ou 3 matchs où il était où ses appels étaient servis et étaient plus efficaces. C'était plus compliqué face à Lyon et face à Marseille forcément, parce qu'il y a des bons défenseurs, et face à Sochaux parce que Sochaux est venu défendre. Voilà, ils étaient venus pour commencer leur saison en essayant de ne pas repartir avec 0 points. Donc c'était un match assez particulier aussi. Donc je pense que finalement avec le recul, ce manque d'efficacité peut s'expliquer aussi par l'efficacité qu'il a maintenant, parce que les équipes sont un peu plus larges. On voit que les 2 buts qu'il marque ce week-end, il se les crée tout seul, quoi. Enfin pas tout seul, mais il fait les appels, il est totalement actif sur les 2 buts. Hein. Voilà, et ensuite il a l'efficacité, et c'est ça qui fait la grosse différence. Par rapport à beaucoup d'autres matchs aussi et beaucoup d'autres attaquants. On enchaîne avec un petit point. L'idée qu'on a eue aujourd'hui de faire un petit point sur la qualif pour la Coupe du Monde. On a principalement des internationaux africains qui vont jouer pour la plupart des barrages pour accéder à la Coupe du Monde. Et on a aussi les Danois, donc Fred a étudié tout ça et va nous faire un petit point sur qui peut aller en Coupe du Monde. Et voilà. Donc aujourd'hui, le tirage au sort des barrages pour la zone Afrique, pour cette Coupe du Monde 2014. Et donc il va y avoir 5 matchs qui amèneront donc, les 5 nations en juin prochain au Brésil. Dans ces matchs-là, il va y avoir des joueurs de l'OTG qui seront concernés, et on va avoir notamment un Côte d'Ivoire-Sénégal qui pourrait être une opposition entre Brice Djadjedje et Pape Sougou. On va avoir un Ghana-Égypte pour Jonathan Mensah, un Burkina Faso-Algérie pour Djekari Djakone, et les 2 autres matchs seront pour l'Éthiopie contre le Nigeria, et la Tunisie et contre le Cameroun. Donc ça va être 5 gros matchs, notamment je pense le Ghana-Égypte et le Côte d'Ivoire-Sénégal va être sympa. Très disputé. Tout à fait. Concernant la zone Europe, on va avoir donc, pour nos Danois, là leur situation est délicate mais pas désespérée, puisqu'ils sont 3e actuellement de leur groupe B, à 1 point de la Bulgarie qui est 2e. Mais dans ce groupe-là, ça va se jouer donc principalement entre ces 2 nations, avec la possibilité pour la République tchèque et l'Arménie, qui sont à 3 points du Danemark et à 4 donc de la Bulgarie, de jouer les troubles faites. Donc les confrontations directes vont être assez importantes, et notamment Danemark-Italie, où l'Italie donc est déjà qualifiée pour
pour la Coupe du Monde, qui sera donc l'arbitre de cette rencontre. Et en cas de victoire du Danemark, on peut imaginer que les Vass et Hansen seront bien partis pour se qualifier à la Coupe du Monde. Ok. C'était notre envoyé spécial en direct Du du monde tirage entier. au sort. Ouais. Bon, on va revenir au club, mais pas tellement au foot. On va parler un peu de la petite guéguerre des actionnaires. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas forcément ce qui se passe, qui voient qu'il y a des bisbilles, et des choses comme ça. Donc on va essayer d'en débattre et d'expliquer et de comprendre ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qui se passe entre Franck Ribot, Patrick Trottignon, les actionnaires majoritaires, etc. Faut peut-être d'abord rappeler ce qui a engrangé tout ça. Vas-y. La toute première histoire, c'est tout de même ce pauvre gars de l'entrée des VIP qui lui doit s'en vouloir un petit peu parce que c'est un petit peu de sa faute. Parce que s'il me semble bien, c'est qu'il y avait l'accès que l'un des principaux actionnaires dont le nom m'échappe. Si quelqu'un pouvait m'aider. Bakhtiar, Tchoumbak. Voilà, exactement. Qui souhaitait faire rentrer dans l'espace VIP l'un de ses amis qui avait oublié son badge. Le personnel de sécurité à l'entrée avait refusé. Suite à ça, l'actionnaire a donc appelé Monsieur Trottignon. Et Monsieur Trottignon avait donné raison au service de sécurité. Ah, ça paraît logique. Ça paraît logique. Rien que quand on a des faits présentés comme ça paraît logique. T'as pas ta place, tu rentres pas. Je suis d'accord avec toi, Alexandre, mais le club appartient quand même à ces gens. Donc, dans un souci, moi, je pense qu'il aurait peut-être pu le faire rentrer. Bon, ça, c'est un autre débat. On va pas discuter de ça. Mais c'est parti de là. C'est parti de cette simple histoire. Et c'était la saison dernière, il me semble. Et de fil en aiguille, par effet boule de neige, aujourd'hui, on en est à ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, je sais pas si l'un de vous souhaite exposer les faits, les derniers faits en date. Vas-y, Fred. Moi, j'ai pas vraiment d'infos là-dessus, à part ce qu'on peut lire dans les différents médias. Tout ce qu'on peut analyser de façon générale, c'est de voir que Franck Ribot veut augmenter le capital, donc ce qui est une bonne chose pour le club, puisque sa pérennité passera par là. Si on veut rester, s'installer en Ligue 1 durablement et avoir ensuite d'autres ambitions que de se maintenir, ça passe automatiquement par une augmentation de capital. Après, les deux actionnaires principaux doivent pas être très, très contents, puisque derrière l'augmentation de capital, si je suis pas mauvais en économie, ça va diminuer leur importance au sein de l'actionnariat, donc automatiquement ils vont perdre en pouvoir de décision. Donc je pense que c'est surtout là que les tensions se font. Après, pour le reste, c'est difficilement jugeable pour nous vu de l'extérieur comme ça, quoi. Ouais, je pense que, enfin, on peut pas parler de crise, mais je pense que le problème est très complexe et concerne surtout les hautes instances du club. Donc je pense que nous, avec le très peu d'infos qu'on a, qui sont déjà analysées, décortiquées par les médias, qui n'en savent pas non plus énormément, mis à part voilà, les journaux locaux qui s'intéressent vraiment au club, je pense qu'on peut pas non plus faire une analyse très pertinente de ce qui va arriver. Ça serait un petit peu présomptueux de notre part, vu qu'on est de simples supporters. Je pense qu'on devrait laisser faire, vraiment réagir si ça prenait des proportions alarmantes, mais voilà, laissons les professionnels régler ça entre eux, et puis voilà, débattons sur le foot, sur des choses qu'on est capable de faire. Après voilà, si l'un de vous se sent capable de débattre sur ça, et de vraiment pouvoir vraiment créer un débat, et puis voilà, mais c'est quand même, je trouve que c'est quand même un sujet intéressant, puisque j'ai un article sous les yeux là qui l'explique bien. C'est Patrick Trottignon qui souhaite augmenter le capital du club pour pouvoir faire rentrer des entreprises locales. Oui, donc ça c'est une bonne chose. Donc ça, c'est ce qui peut paraître à nos yeux et à mes yeux une bonne chose. Il est soutenu par Patrick Trottignon, mais il faut savoir que Bakhtiar et Tchoumbak sont très hostiles à ce projet. Ouais. Et de ça, il en résulte que Franck Ribot a déclaré que le groupe Danone sponsorisait le club car il y avait un projet donné.
et que ce projet il évolue. L'évolution que lui voit, c'est l'ouverture du capital proposée par Patrick Lyon. Et il a donc déclaré que si les investisseurs principaux, qui sont Toumbak et Bakhtiar, qui possèdent 58% du club, c'est que si ces personnes-là ne souhaitaient pas ouvrir le capital, ils pourraient quitter, le groupe Danone pourrait quitter le projet de l'ETG. C'est un petit peu compliqué, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant, puisque aujourd'hui le foot c'est ça. Ah oui, c'est sûr, ouais. Le foot c'est plus que du sport, c'est malheureux à dire, ça peut être malheureux à dire, mais aujourd'hui le foot c'est pas que du sport et je pense que c'est intéressant d'en parler. C'est sûr, après sachant que donc Bakhtiar et Toumbak, voilà, ils ont 58% du capital, ça veut dire qu'ils ont non 42%, je sais plus. Moi j'ai 58% sur un dossier de. Ils ont à peu près 60% à eux deux. Oui. D'accord. Donc ils ont 60% du capital à eux deux, ça veut dire que voilà, ils ont investi énormément d'argent dans le club et qu'ils détiennent donc plus de la moitié du capital de l'UTGFC. Ça paraît normal, bah, du coup, que vu qu'ils détiennent plus de la majorité, bah, que la plupart des décisions passent par eux et qu'ils doivent donner leur accord pour que les décisions se fassent. C'est vrai que c'est pas de bon augure pour Ribou et puis pour les entreprises locales, mais je veux dire, après voilà, il y a quand même deux personnes qui sont actionnaires majoritaires qui ont mis beaucoup d'argent et c'est normal après que leurs décisions soient respectées aussi. Je veux dire, si on n'avait pas cet argent là, si on enlève